Salut les artistes! Alors voici la vidéo making of du reportage que j'ai réalisé sur le luthier Tony Giraud. La vidéo, ce reportage vient de sortir et je l'accompagne de cette deuxième vidéo qui est un making of de ce reportage. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder le making of. Ça sera peut-être plus intéressant dans ce sens. Alors c'est le nouveau contenu dont je vous avais parlé dans ma vidéo bilan de l'année 2020. J'ai envie de changer un petit peu les formats de mes tests. C'est vrai que c'était très axé sur la technique, voilà, des tests d'autofocus à droite à gauche. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ces tests, mais j'ai envie de proposer quelque chose d'un peu plus différent. Alors il y en aura toujours bien évidemment, mais j'ai aussi envie de vous montrer une application concrète et réelle sur le terrain du matériel que je teste. Donc pour les grosses caméras, certains objectifs, quand j'ai des stabilisateurs à tester ou encore voilà, de la lumière, je vais essayer de les mettre en pratique sur une production audiovisuelle. Donc là, j'avais en tête cette série de reportages un petit peu sur des profils atypiques. Ça peut être des artistes, des artisans, des sportifs, des personnes dont j'ai envie de montrer l'activité et raconter leur histoire à l'écran. Donc à chaque fois, comme là maintenant, il y aura deux vidéos qui vont sortir, la vidéo du reportage et la vidéo du making-of en lien avec ce reportage. Et c'est dans cette deuxième vidéo Behind the Scene que je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous expliquer quel matériel j'ai utilisé, de quelle manière, comment j'ai éclairé une scène. Bref, c'est un making-of axé sur la technique pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et ce qui se passe derrière la caméra. Et donc ce premier reportage, cette première réalisation, je l'ai faite sur Tony Giraud qui est un luthier, c'est sa profession, il fabrique des guitares électriques. Je trouve que c'est une profession un peu atypique qui éveille la curiosité et j'avais envie voilà, de raconter son histoire en images. Alors déjà pour vous donner un peu de contexte, en tout cas pour ce reportage, j'ai eu assez peu de temps de tournage, c'est allé vraiment très vite. Au total, je suis resté 3 heures sur place pour réaliser tout ce que je vous ai montré à l'écran. Il y a environ 1 heure d'interview, donc ça prend quand même pas mal de temps, l'installation, la désinstallation. Et puis après, il me restait environ 2 heures pour faire les illustrations. Donc ça va très vite et on va dire c'est un peu ça le plus gros défi et la contrainte de ce tournage. Et en plus, j'ai pas envie que ça soit un simple reportage où des fois on filme une simple action en live, qui se déroulent sous nos yeux. Moi là j'aime bien faire un peu de mise en scène, réfléchir aux plans qu'on va faire et les éclairer. Mais bref, évidemment c'est quand même des compromis parce qu'au final il faut que je tourne assez rapidement et j'ai envie d'avoir un maximum de matière pour avoir voilà, une certaine liberté au montage. Alors je vous affiche le matériel que j'ai emmené avec moi, mais surtout le matériel que j'ai utilisé. Après j'en avais un peu plus avec moi en sécurité, mais voilà, je me suis pas servi de tout. Alors tu vois, liste classique de matos, des caméras, des objectifs, des micros, de la lumière, un stabilisateur, un moniteur, des trépieds, des action cam, ça va être pour filmer le making of, et un sac à dos. Donc voilà grosso modo ce que j'avais avec moi et utilisé sur ce tournage. Peut-être que petit à petit j'affinerai la liste de matériel, mais c'est vrai que j'aime bien en prendre un petit peu plus pour toujours avoir une marge de manœuvre et au cas où avoir du matos en sécurité. Alors on va décortiquer un petit peu le reportage, comme ça va me permettre de vous parler du matériel que j'ai utilisé à chaque fois. On va commencer par l'interview et d'ailleurs dans l'ordre de tournage, j'ai justement commencé par filmer l'interview. C'est une partie très importante, c'est le cœur de mon reportage et ensuite je viens l'ornementer et dynamiser un petit peu la vidéo avec des illustrations. Alors pour l'interview, je voulais au moins 2 caméras, je pense que c'est quasiment obligatoire, ça me permet de couper au montage mon interview. S'il y a des petites lenteurs, des phrases que je souhaite enlever, ça me permet de le faire sans qu'il y ait une coupe ou un jump cut à l'écran. Et puis même au-delà de ça, je trouve que ça rend l'interview plus dynamique, plus vivante, plus captivante d'avoir 2 valeurs de plan différentes. Alors la caméra principale que j'ai utilisée, c'est la 7S III. C'est un peu le but de ce reportage, de pouvoir mettre en action, de pouvoir mettre en pratique cette A7S III. Donc c'est cette caméra qui filme la valeur la plus large pour cette interview, donc c'est la caméra de face, et de profil j'ai utilisé la 7C. Alors l'intérêt de ces 2 caméras, c'est qu'ils n'ont pas de limitation d'enregistrement. Au bout de 30 minutes, l'enregistrement continue et ne va pas s'arrêter. Et ça c'est très important pour une interview, surtout comme là en fait je suis tout seul. J'ai pas envie voilà, de me rajouter un stress à regarder toutes les 5 minutes, déjà de savoir si la prise tourne toujours, s'il n'y a pas eu de surchauffe et si elle ne s'est pas arrêtée au bout de 30 minutes. Donc là c'est quand même du luxe d'avoir ces 2 caméras qui n'ont pas de limitation d'enregistrement. Au niveau des objectifs, j'ai utilisé le 28-70
f2.8 de chez Sigma. Alors il est sorti il n'y a pas longtemps, il ne faut pas le confondre avec le 24-70 f2.8, là c'est bien le 28-70 mm de leur série Contemporary. Il est plutôt compact, il est léger et surtout lumineux avec son ouverture constante à f2.8. Je suis en train en fait de vous le tester et il y aura une review sur cet objectif dans pas très longtemps, mais déjà tu vois ça te permet de le voir en action sur ce reportage, d'autant plus que je l'ai utilisé sur tous les plans d'illustration de cette vidéo. Et puis sur la 7C, j'ai utilisé le 85 mm f1.8 série G de chez Sony. Donc voilà, j'ai fait simple, ça fonctionne, on a un beau flou d'arrière-plan. J'ai placé cette caméra quasiment de profil. Moi personnellement, c'est un axe que j'aime beaucoup dans une interview. Après, on peut aussi rapprocher la caméra beaucoup plus de l'axe du regard. C'est possible du moment que la valeur de plan est suffisamment différente de la caméra principale. Alors au niveau du profil d'image pour la 7S III, j'ai utilisé le S-Cineton. Je voulais pas partir tout de suite sur du log et en même temps je voulais pas le profil standard non plus, donc en fait j'ai utilisé le S-Cineton, hein, c'est le profil qui a été intégré au boîtier dans le dernier firmware. Bon voilà, c'est un profil qui est hérité un peu de la Sony Venice, donc vraiment le haut de gamme des caméras cinéma chez Sony, et je trouve que c'est un profil très intéressant. Alors il a une plage dynamique moins importante qu'un log, mais quand même plus importante qu'un profil standard, donc il a quand même une bonne amplitude d'enregistrement, et il a aussi des couleurs moins saturées. Alors ça, peut-être que ça va plaire ou non, mais en tout cas je trouve que au niveau des tons de la peau, voilà, il a un rendu vraiment flatteur pour un visage. Et puis la 7C, lui par contre, il était en profil standard, donc il n'a pas le S-Cineton, donc j'ai pas pu l'utiliser. C'est pour ça que le rendu n'est pas exactement le même. Après à l'étalo, voilà, j'ai quand même essayé de faire correspondre un peu plus l'image de la 7C à celle de la 7S III. Au niveau de l'éclairage, on a la Keylight à la face, donc là j'ai utilisé le Forza 60 avec sa softbox. J'ai essayé de le décaler au maximum sur le côté, tu vois, pour avoir du contraste sur le visage. Alors on n'est pas totalement en Rembrandt, en fait j'étais un petit peu coincé, j'avais plus trop de place pour le désaxer, mais on va dire qu'on est quand même pas mal. En tout cas moi voilà, tout ce que je souhaitais c'est avoir suffisamment d'ombre et de contraste sur le visage, et j'ai essayé de faire en sorte que la face la plus sombre soit du côté de l'objectif. Et puis en contre, j'ai utilisé le Forza 60B. Alors je l'ai acheté il y a pas longtemps et justement en fait l'idée c'était de l'utiliser en contre. Là l'intérêt de ce projecteur c'est que je peux faire varier sa température de couleur. Donc je l'ai réchauffé légèrement, je devais être certainement vers 3000 Kelvin, et ça permet de jouer sur un petit contraste de couleurs et d'avoir un petit détourage assez sympathique au niveau du sujet. Et puis en arrière-plan sur la gauche, j'ai rajouté une petite torche LED, c'est la F7 de chez Falcon Eyes. Ça souligne, tu vois, un peu le corps de ces guitares, on a des petits reflets sympas en arrière-plan, et puis la couleur que j'ai choisi rappelle et justifie un petit peu la backlight, le contre que j'ai installé sur le sujet. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Et puis à droite, on a un néon, un tube LED, donc ça c'est sa lumière d'atelier. Je l'ai laissé allumer parce que justement ça redonnait des informations dans l'arrière-plan et ça contextualise, et je pense que ça rajoute aussi un petit peu de cachet à cette image. Donc voilà, au final on a une configuration lumineuse quand même assez simple, mais généralement je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis au niveau de l'enregistrement audio, j'ai utilisé le Rode Wireless Go avec le SmartLav Plus en micro-cravate. Donc voilà, moi c'est un micro et un kit à chef que j'aime beaucoup. Je l'utilise déjà depuis pas mal de temps pour mes vidéos YouTube. Il est très léger, facile à installer et il fonctionne plutôt bien. J'ai pas eu trop de soucis jusqu'à présent. Donc là très simple, j'ai branché directement le kit à chef sur la 7S III. Et puis quand même en sécurité sur la 7C, j'avais installé un micro caméra. C'est le Deity VMic D3 Pro. Donc c'est pas forcément le meilleur emplacement pour une prise de son de qualité avec ce genre de micro, mais ça reste un enregistrement, on va dire, de sécurité, et je pense que c'est quand même important d'en avoir un. Donc voilà grosso modo comment j'ai réalisé cette interview. Et puis au niveau des trépieds, vraiment très simple, j'ai utilisé mes KNF Concept habituels qui fonctionnent très bien avec des caméras de ce volume-là. Donc ça c'était l'interview. Ensuite il me restait à faire les illustrations. Donc l'idée c'est que ça vienne rythmer l'interview le plus souvent possible. Alors j'ai essayé de me filmer avec des petites caméras d'action. J'avais l'Osmo Action et j'avais attaché un harnais à mon torse le One X, l'Insta360 One X2. Donc évidemment une caméra d'action en intérieur dans un endroit assez sombre, c'est pas l'idéal, mais
en même temps c'est mieux que rien, ça me permet voilà, d'avoir des petits plans à vous montrer pour ce making of et vous montrer un petit peu le déroulement de ce tournage. Donc là j'ai utilisé que la 7S3 sur tous mes plans d'illustration, ça va vraiment vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec ce boîtier. Je me suis fait un petit rig très simple, en fait j'ai juste utilisé une poignée que j'ai installée sur la griffe de la caméra, donc évidemment vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis sur cette poignée en fait ce qui m'intéressait moi c'est qu'il y a plusieurs emplacements colchou, donc en fait sur le dessus j'ai fixé le Ninja 5 et à côté j'ai fixé le D3 Pro. Donc évidemment le micro dans ces conditions là très important pour les illustrations parce que je voulais avoir beaucoup de bruitage pour ce reportage. Bon là le truc c'est que mon Atomos à moi il fait beaucoup de bruit. En fait il était tombé une fois et ensuite on l'avait réparé, mais je trouve qu'il fait quand même beaucoup de bruit, il y a pas mal de souffle et justement j'ai l'impression que le micro capte le bruit, le souffle du moniteur, donc ça c'est un petit peu relou. C'est voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser le moniteur si il pollue mon enregistrement audio. Je vais peut-être changer de moniteur. En tout cas, si vous avez un Ninja 5 comme moi, je voudrais bien savoir si le vôtre fait aussi du bruit ou alors s'il est totalement silencieux et si le problème vient uniquement de mon produit. Enfin bref, voilà grosso modo la config que j'ai utilisée pour les illustrations, donc une config à main levée, ça me permet d'avoir un peu plus de volume de poids en main et du coup ça c'est important parce que ça élimine un petit peu les vibrations, en tout cas certaines vibrations que je pourrais transmettre à la caméra. En tout cas on a des vibrations un petit peu plus naturelles, d'autant plus que j'ai fait très peu de ralenti et en fait j'ai beaucoup utilisé des plans à cadence réelle, donc à 25 images à main levée, donc c'était quand même assez important pour moi que le cadre soit suffisamment stable. Et puis l'autre élément que j'aime beaucoup avec la 7S3 c'est la stabilisation active. Alors vous allez le voir dans la revue que je vais faire sur le boîtier, mais il y a deux stabilisations, la stabilisation classique, voilà, mécanique, il n'y a aucun crop, et il y a une stabilisation active, et en fait là c'est une stabilisation voilà, numérique, digitale. Alors habituellement moi je suis pas trop fan de ce genre de stabilisation parce que parfois il peut avoir des petites déformations sur les coins de l'image ou alors on a des à-coups qui sont un petit peu surnaturels, voilà, et là franchement j'ai trouvé cette stabilisation vraiment très clean. Alors il y a un petit crop mais voilà, c'est pas grand chose et en fait j'ai quasiment utilisé ce mode de stabilisation tout le temps pour mes prises à main levée et c'est une option que je vous invite à essayer parce que je trouve qu'elle est vraiment assez intéressante sur la 7S3. Et puis voilà, tu le vois à l'écran, l'intérêt de cette config, c'est que c'est très léger, je suis vraiment très mobile, je peux me déplacer facilement, ça me permet, voilà, en à peine une minute de couvrir différents axes, différents angles de prise de vue sur une action. Donc ça c'est vraiment l'idéal et en tout cas sur ce tournage, je pense que c'était nécessaire. Alors au niveau de l'éclairage, on le voit de temps en temps sur les plans, on est quand même dans un endroit très sombre. En fait de base, son atelier est plutôt bien éclairé, il a plusieurs néons tube LED au plafond, mais du coup ça fait quand même un éclairage très vertical en plongée et j'avais peur d'avoir peut-être même quelque chose de trop éclairé. Donc du coup j'ai coupé ces lumières et on a gardé uniquement les lampes voilà, de bureau qui étaient elles nécessaires je pense et en plus elles mettent de l'ambiance et on les accepte finalement assez facilement dans le plan. Alors par contre, j'ai rajouté le Forza 60B avec son bol et à chaque fois, en fait, j'ai essayé de le placer en contre ou en profil pour essayer voilà, de souligner le sujet, son action, sa gestuelle et ça me permet aussi de ramener un peu de niveau dans ma scène. Alors après quand même, je vous l'ai dit, hein, j'avais quand même assez peu de temps pour tourner, voilà, pour le tournage mais aussi pour tourner ces illustrations. J'avais je pense en moyenne 2 heures. Donc le projecteur, on va dire que je l'ai placé au plus simple, au plus rapide. Je pense que sur certains plans, j'avais peut-être pas le meilleur placement et puis parfois voilà j'oubliais aussi de replacer le projecteur d'une scène à une autre, donc on va dire que je me suis débrouillé et tu vois sur certains plans je trouve que le détourage apporte vraiment quelque chose à l'image. Voilà, on a une belle scène et il met bien en valeur le sujet ou l'action voilà qui est filmée et vraiment ça crée cette ambiance qui est très contrastée et je trouve que dans un atelier avec un artisan comme ça fonctionne assez bien. Donc ça c'est vraiment l'avantage de ces petits projecteurs LED, notamment avec cette série des Forza là, de chez Nonlight, ils sont vraiment très compacts, donc on les place facilement, même dans des endroits où l'espace est un peu plus restreint, et puis mine de rien, ils sont quand même assez puissants. Là j'ai pas utilisé de softbox parce qu'avec 2 projecteurs ça aurait été trop compliqué, mais voilà, j'ai juste utilisé le bol réflecteur, comme ça on a une bonne puissance, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors au niveau des plans d'illustration que j'ai fait, un peu comme vous, en fait je découvre l'atelier à ce moment-là, il m'a montré
différentes étapes de fabrication. Donc là, à chaque fois, il faut être très réactif, hein. Généralement, il faut essayer de ne pas faire 2-3 fois le même plan, donc il faut changer de valeur de plan, changer l'angle de prise de vue, tout ça c'est très important. J'ai fait beaucoup de plans en contre-plongée, je trouve que c'est un axe assez intéressant. Souvent, ça met le sujet en valeur et puis ça permet d'avoir à la fois l'action, peut-être dans le flou ou non, ça dépend de votre intention, et en même temps d'avoir son visage. Et puis très important, moi ce que je conseille, c'est de le penser finalement comme un dialogue. Quand vous filmez une action, quand on est en gros plan sur des mains, sur la gestuelle, voilà, après essayez de penser le plus souvent possible au contre-champ, c'est-à-dire à filmer le visage. C'est super important d'avoir sa réaction, de voir finalement son regard. Il faut pas qu'il y ait que des plans de fabrication, des plans sur l'outillage. On est des êtres humains, on a besoin de raccrocher sur un regard, de pouvoir s'identifier un petit peu. Donc voilà, les plans de visage sont très importants. Et puis surtout, au montage, ça va faciliter vos transitions. C'est des plans en plus qu'on peut utiliser un petit peu partout dans notre montage. Alors comme je vous le disais, là pour ce tournage, j'ai utilisé tout le temps le 28-70 mm f2.8 de chez Sigma. Je suis en train de le tester, donc voilà, c'était la bonne occasion pour le mettre en pratique sur un tournage. Et puis surtout, je pense que pour ce reportage, c'était important d'avoir un zoom, en tout cas, de pouvoir faire varier assez rapidement ma focale pour aller chercher vraiment des valeurs de plan assez différentes. En plus, il est super léger, très compact, il fait partie de cette série Contemporary qui est vraiment une série qui est faite pour être emmenée, qui est facile à utiliser. Et puis du coup, je trouve que ça s'intégrait bien au rig assez mobile que j'avais. Et puis en fait, tout simplement, comme un objectif natif Sony, l'autofocus est très réactif. Sur quasiment les 3/4 des plans du reportage, j'ai utilisé l'autofocus. Et franchement, j'ai pas eu de mauvaise surprise, il n'y avait pas de tête chercheuse, il fonctionne bien, il était stable. Et même là, tu vois, dans ce contexte où on a quand même assez peu de lumière, on a un endroit assez sombre, je trouve qu'il a été assez fiable et il fonctionnait plutôt bien. Donc voilà, tu vas voir pour le prochain reportage, j'ai également utilisé cet objectif. Si tu cherches un zoom comme ça à ouverture constante f2.8, je te conseille vraiment cet objectif. Et de manière générale, je te conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les objectifs de la série Contemporary, donc DGDN pour les appareils hybrides. Sigma a vraiment fait une gamme très intéressante, je trouve, et il faut l'avouer, elle est quand même financièrement beaucoup plus accessible que certains objectifs de chez Sony. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être quel profil d'image j'ai utilisé pour les illustrations. En fait, j'ai utilisé le S-Log 3. Alors personnellement, au début, j'ai hésité un petit peu parce que j'ai pas trop l'habitude, franchement, d'utiliser le log et puis surtout de le travailler à l'étalonnage. Et c'est vrai qu'en intérieur, dans un endroit plutôt sombre, le log, il me faisait un petit peu peur. Et puis après le tournage, en fait, au montage, quand j'ai vu l'histogramme de mes plans, j'ai eu le doute. Je me suis dit, j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir suffisamment exposé mon plan. C'est vrai qu'avec le S-Log 3, généralement, on conseille même de l'exposer au moins d'un diaph au-dessus pour finalement optimiser les tons sombres et avoir le moins de grains de fourmillement possible dans l'image. Mais au final, très honnêtement, j'ai été vraiment surpris par la qualité des plans. En fait, j'ai même pas trop poussé les ISO au final, je crois pas être monté au-dessus de 2500 ISO. Donc voilà, de base, j'avais pas trop de fourmillement. Je pense que j'aurais pu exposer un petit peu au-dessus, mais voilà, j'ai l'impression que de manière générale, l'image est vraiment très très propre. Et puis surtout, le codec de la 7S3, il est très puissant. J'ai filmé la plupart du temps en 4K XAVCS intra, donc ça c'est le plus gros format d'enregistrement sur le boîtier. Et puis surtout, j'ai filmé en 4:2 sur 10 bits avec le débit maximum qui est proposé par la 7S3. Donc en fait, à l'étalonnage, j'ai vraiment beaucoup de marge pour retravailler le plan. Et c'est vraiment ça, l'avantage de la 7S3, c'est qu'il est vraiment très performant en vidéo. Alors au niveau de l'étalonnage, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, j'ai fait plutôt simple. Je l'ai fait sur Premiere Pro, j'ai appliqué une lutte, donc là c'était juste une conversion en Rec 709, donc voilà, très classique, hein. D'ailleurs, Sony en fournit sur son site. Et puis après, j'ai retravaillé un petit peu, les couleurs, j'ai diminué surtout les oranges et les jaunes qui étaient assez présents dans son atelier, et j'ai utilisé aussi des masques pour diminuer un petit peu les blancs et les tons clairs à certains endroits. Ensuite, j'ai rajouté un peu de vignettage et puis j'ai surtout refroidi. Voilà, un peu mes tons sombres, ils tendent un peu vers le bleu, un peu vers le vert. Je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance de l'atelier et les scènes un peu contrastées que j'avais éclairées. Donc voilà, je pense qu'on aurait même pu aller encore plus loin dans l'étalonnage. J'ai été franchement assez surpris de l'amplitude de travail qu'on peut avoir avec des fichiers en 4:2 sur 10 bits. Bon, par contre, tout le montage, je l'ai fait sur des fichiers proxy. Donc les fichiers proxy,
proxy, hein, vous connaissez, c'est des copies plus légères par rapport aux fichiers d'origine, parce que là, à moins d'avoir une machine très récente avec des bons composants, là, les fichiers que propose la 7S3, surtout avec les débits très élevés, moi perso, mon PC, il était un petit peu à la ramasse, j'avais vraiment pas d'autre choix que d'utiliser les proxys. Ensuite, j'ai utilisé aussi un peu le DJI Ronin S2. Donc c'est le tout dernier hein, de la gamme, vraiment leur stabilisateur, on va dire haut de gamme pour voilà, embarquer des appareils hybrides, mais aussi des boîtiers plus volumineux comme des réflexes ou même des petites caméras cinéma entrée de gamme. Donc j'ai juste fait quelques plans parce que voilà, dans l'atelier, il n'y avait pas non plus énormément de place et je trouvais que des plans à main levée étaient plus judicieux. Mais voilà, j'en ai fait quand même quelques-uns avec le RS2, plutôt des plans de présentation, des plans un peu plus large, voilà, qui dévoile petit à petit un décor ou alors un mouvement qui vient se concentrer sur un sujet, sur une action. Donc là encore, sans surprise, c'est un très bon gimbal, hein. Il y a toutes les dernières technologies qu'on retrouve sur les stabilisateurs électroniques, ça fonctionne super bien. La 7S3 est voilà, très simple à équilibrer dessus, je trouve. Alors, il y aura une review complète sur ce gimbal et d'ailleurs, sur le prochain reportage, je l'ai utilisé un peu plus, donc vous pourrez encore le voir en action. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir un gimbal pas très loin avec vous sur un tournage. Donc, comme pour tout le matos que je présente, vous avez le lien du gimbal dans la description. D'ailleurs, je vous ai mis principalement des liens Miss numériques. J'essaye de travailler plus régulièrement avec eux pour vous tester du matos. Honnêtement, ils sont très sympas, très pro, la livraison est assez rapide, donc n'hésitez pas à utiliser leurs liens quand vous voulez voilà, commander du matos photo et vidéo. Alors voilà à quoi ressemble la timeline, tu vois c'est du classique. En piste 1, eh bien, j'ai mis la caméra 1 pour l'interview, en piste 2, j'ai la deuxième caméra, et puis sur les pistes au-dessus, on a les illustrations avec leur bruitage. Là, l'intérêt, c'est que j'ai même pas eu besoin de rajouter des bruitages en post-production parce que j'avais déjà tout à la prise de vue, donc c'était quand même plus agréable pour le montage. Et puis bien sûr, il y a le fond musical, donc très important hein, pour développer l'ambiance et les émotions. Là, c'est des musiques qui viennent de la plateforme Artlist, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Moi, j'aime beaucoup leur banque de musique, ils ont des morceaux qui sont très variés et surtout très cinématographiques, contrairement à d'autres plateformes qui ont beaucoup de musique un petit peu électronique, de pop. Là, on a des choses un peu différentes et je trouve que ça s'applique bien à des reportages comme ça ou à des mises en scène un petit peu plus proches de la fiction. Alors, comme d'habitude, voilà, sur ces plateformes, tu peux faire des recherches par genre, par ambiance, par instrument. Donc, au final, tu peux vite trouver ce que tu cherches ou alors au moins orienter ton choix. Moi, pour cette vidéo, je suis resté principalement sur le thème donc de la guitare avec des ambiances assez douces, avec une empreinte un petit peu captivante, un peu mélancolique et un petit peu mystérieuse. Je trouvais que ça s'appliquait bien pour ce reportage. Et puis d'ailleurs, si la plateforme vous intéresse, vous avez 2 mois supplémentaires qui sont offerts en passant par le lien dans la description. Bon, pour l'introduction, vous avez vu, j'ai utilisé tout simplement un petit effet de masque animé pour faire apparaître le texte progressivement avec le passage du luthier. Je voulais pas un titre trop compliqué avec des effets très visuels qui nous sortiraient de la vidéo, donc là j'ai décidé de faire plutôt simple et je trouve que cet effet d'apparition permet d'intégrer un peu plus et un peu mieux le texte à la scène. D'ailleurs, ce plan, j'ai failli ne pas le faire. Je me suis dit avec l'ouverture sur son atelier, si je mets mon projecteur en contre, on peut avoir un effet assez sympa là en backlight avec les ombres. Donc au début, je lui ai juste demandé de poser la guitare et après je me suis dit que ça serait même peut-être sympa qu'il aille au fond de l'atelier pour continuer de travailler, voilà, comme s'il venait de finir une pièce et puis qu'il se remet au travail. Et sur le coup, je me suis dit que c'est un plan qui fonctionnerait très bien en transition, en intro ou même en conclusion. Et tu vois, du coup, finalement, je l'ai utilisé en introduction. Donc voilà, c'était le making-of sur le reportage que j'ai réalisé sur le luthier Tony Giraud. Évidemment, si son activité, ses réalisations vous intéressent, j'ai mis ces liens dans la description de la vidéo. Vous avez également le matériel que j'ai utilisé pour ce tournage dans la description. Là, l'idée, c'était de pouvoir utiliser la 7S3 dans un vrai tournage dans des conditions réelles de prise de vue. Je me suis dit que ça permettrait comme ça de changer un petit peu des tests habituels que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne depuis plusieurs années, et puis aussi de vous faire découvrir des profils peut-être un peu atypiques, des professions, et de raconter leur histoire en images comme j'aime bien le faire. Alors je vous attends maintenant dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série, de cette idée de sortir en même temps le reportage et un making-of. Ça me permet à la fois de parler de matériel, de technique, de contraintes et du déroulement de mes tournages. Je me suis dit tant qu'à faire, autant partager tout ça avec vous.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai déjà tourné le prochain reportage, toujours avec l'A7S3. Maintenant, il ne reste plus qu'à le monter, ça devrait sortir assez rapidement. Et puis ensuite, il y aura certainement la review de l'A7S3. Il y aura la review aussi de l'objectif, donc le 28-70 mm f2.8 de chez Sigma, ainsi que le stabilisateur de chez DJI, le DJI Ronin S2. Et puis j'ai encore d'autres tournages de prévus, d'autres talents à vous faire découvrir. Et puis ça sera l'occasion de tester de nouveaux boîtiers. Merci les amis pour le soutien sans faille comme d'habitude, ça fait très plaisir. On se dit à très vite. Ciao les artistes.